Bonsoir à toutes et à tous, aux habitués et aux moins habitués. C'est avec une grande curiosité que j'accueille Stéphane pour un sujet que j'ai trouvé passionnant. Passionnant parce qu'il aborde justement cette question du démarrage du travail sur les croyances, que je trouve que c'est particulièrement pertinent. On a plutôt tendance à s'engouffrer dans la pratique et dans l'exécution. Donc, je suis curieux de voir ce que tu vas nous raconter autour de ça. Le micro est à toi, Stéphane, et allons-y gaiement. Ok, eh ben, c'est parti. Je te remercie beaucoup déjà de m'avoir invité. Je suis un peu dans mes petits souliers, hein, parce que toi, tu as quand même invité des gens qui sont des grands de la PNL. Toi-même, tu as 30 ans d'expérience. La dernière fois, chez toi, j'ai vu Chantal Servet, qui est co-auteur du livre Le guide du maître praticien. J'ai vu Alain Thierry et d'autres gens extrêmement compétents. Donc, moi, j'arrive en tant qu'anonyme à vous présenter un petit atelier. Ça me fait très plaisir. Je pense qu'on va passer un bon moment. Bonsoir. Et je me présente brièvement, je m'appelle Stéphane, vous m'avez déjà croisé un peu dans ce groupe, je viens parfois en tant que spectateur timide et je suis formateur en PNL en Belgique, pas très très loin de chez Christian en fait. Ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est comment préparer un changement de croyance. C'est-à-dire justement, on ne va pas parler aujourd'hui de tout ce que sont les protocoles de changement de croyance, c'est-à-dire les marelles des croyances, les rondes de croyances, les changements de croyances qui se font sur une ligne de temps avec les croyances conflictuelles ou des choses comme ça. On ne va pas faire ça. On va faire la partie avant, c'est-à-dire lorsqu'on est face à ce qu'on pense être une croyance limitante, comment est-ce qu'on va la travailler avant de commencer le protocole. Et c'est ça l'idée que je voudrais faire aujourd'hui. Ce que je vais vous dire ce soir, c'est quand même vachement inspiré de ce que j'ai observé dans une école en France qui s'appelle Psynaps, dont le directeur est Philippe Vernois, et Philippe m'a pas mal briefé là-dessus, pendant que j'admets Stéphane ici. Philippe Vernois m'a pas mal briefé là-dessus, et donc dans ce que je vais dire là, c'est quand même pas mal tiré de ce que lui fait, quoi. Donc, ce n'est pas des choses que j'ai inventées, c'est des choses que j'ai plus testées et que je vais partager avec vous. Avant de passer à la suite, je regarde Stéphane, parce que le Stéphane en question, je le connais, mais il n'a ni caméra ni micro. Bon, il se débrouillera. Moi, je continue. Et je vais partager avec vous un slide. On va commencer très léger, le temps que je partage mon écran, avec des choses que vous connaissez par cœur, que sont les définitions d'une croyance, quoi. C'est quoi une croyance? Si je fais un truc du genre comme ça, est-ce que vous avez... Oui, donc un truc sur lequel je me présente, je m'appelle Stéphane, je suis formateur, mon centre amphibie, le thème ici est inspiré de Synapse et l'idée est d'avoir suffisamment d'éléments pour effectuer un changement de croyance. Donc préparer un changement de croyance, on va d'abord commencer un petit peu par redéfinir, même si c'est évident pour la plupart d'entre vous, ce que c'est qu'une croyance. Il y en a un qui a envie de parler, tant qu'on est dans des questions faciles ou de dire ce que c'est qu'une croyance parmi vous? Sinon, bah, je continue avec des truismes et des C'est une éléments. histoire qu'on se raconte dans sa tête. Oui, c'est ça, c'est une histoire qu'on se raconte dans sa tête, tout à fait. D'ailleurs, Philippe Vernois a tendance à avoir cette phrase où il dit la personne à qui vous mentez le plus, c'est vous-même. Et sachant on aurait plusieurs milliers de pensées par jour, ben, on se ment à soi-même sans doute des milliers de fois par jour. Pour Robert Dills, les croyances, c'est les interprétations qu'on fait de nos expériences de vie. Et pour pouvoir les identifier. Lorsque vous êtes face à un client, un patient, un coaché et que vous voulez identifier une croyance, on utilise souvent les violations du métamodèle, c'est-à-dire les généralisations. Les quatre types de généralisation sont des croyances, les quatre types de distorsion sont les croyances. Donc une génération du genre tous les hommes sont ceci est une croyance. Les distorsions de type cause à effet, lorsqu'on dit tiens, un tel il ne m'aime pas parce qu'il me regarde bizarrement, c'est une cause à effet. Tout ce qu'on appelle équivalence complexe cache aussi des croyances. Lorsqu'on dit ben, qui vole un œuf vole un bœuf et qui vole un bœuf est très costaud, ben, ce sont des croyances par distorsion. Les croyances, vous le savez aussi, elles portent sur soi, elles portent sur les autres, elles portent sur le monde, sur la vie, l'univers et le reste. Donc ça, ce sont les croyances dans la définition basique et classique de la PNL. C'est d'ailleurs assez intéressant de se dire qu'en PNL, une croyance,
c'est quelque chose qui nous parle de la réalité, c'est-à-dire que c'est la réalité subjective du sujet. Une croyance, lorsqu'une personne dit les hommes par exemple, les hommes ont tendance à être infidèles, c'est une croyance qui est une réalité pour moi parce que j'ai rencontré cette expérience plusieurs fois et je pense que les hommes sont infidèles. Ce qui est assez intéressant parce que dans la vie de tous les jours, avant qu'on fasse de la PNL, une croyance, c'est à l'opposé, c'est-à-dire que ce n'est pas du tout quelque chose qui est vérifiable dans une réalité, mais c'est au contraire quelque chose qu'on oppose à une réalité. C'est-à-dire qu'on a tendance à dire, par exemple, les carottes poussent dans le sol, c'est un légume. Les pommes poussent dans les arbres, c'est un fruit. Et là, les gens disent, jusque-là, ce sont des vérités. Et puis après, vous dites, faire un jus qui mélange les fruits et les carottes, un jus de pomme carotte, c'est pas très bon parce que ça mélange un fruit et un légume. Et là, on a tendance à se dire, tiens, là, on tombe sur une croyance parce que c'est difficile de savoir si c'est bon ou pas très bon. Ça dépend si on parle de santé, si on parle de goût. Il y a trop de variables pour savoir si c'est bon ou si c'est pas bon. Et donc, dans la vie courante, les croyances, c'est ce qui ne peut pas se rapporter à une réalité, alors qu'en PNL, c'est l'inverse. Une croyance, c'est ce qui identifie justement notre réalité, mais comme disait Bandler, la réalité subjective du sujet. Si on prend comment créer une croyance? Si on prend Thomas a 11 ans, s'il est en France, admettons, il arrive en 6e, ça veut dire qu'il n'a plus une maîtresse ou un maître d'école, qu'il a un professeur en matière. S'il est en Belgique, il arrive en première humanité, et donc il a un prof de maths. Et puis il vit une expérience où la première fois qu'il rencontre son prof de maths, le courant passe pas bien, et il se dit, il a pas l'air commode, le prof de maths. Il vit une deuxième expérience quelques jours plus tard où il a son premier cours de maths, et le prof ne sait pas donner une espèce d'étincelle qui fait que le cours est passionnant. Donc, il a une deuxième petite expérience. Et puis, troisième expérience, une semaine plus tard, il a sa première note en maths et il se retrouve avec 9 sur 20. Il est évident, excusez-moi, j'allais mettre une croyance ridicule, mais il est probable que Thomas va se dire, je suis mauvais en maths et en plus, les maths, j'aime plus trop ça, quoi. Simplement à partir de 3 petites expériences de vie qui nous montrent bien qu'une croyance, elle est basée sur une réalité subjective. Et surtout, les croyances, elles arrivent très vite, c'est-à-dire qu'une ou 2 expériences font qu'on commence à développer une croyance. Et en PNL, on le sait que ça a quelque chose de délétère, c'est qu'une fois qu'on a cette croyance, elle est comportementale, c'est-à-dire que du coup, comme Thomas, il se dit « je ne suis pas très bon en maths », il va un petit peu moins travailler les maths. Il va donc avoir quelque part une sorte de prédiction autoréalisatrice qui va confirmer le fait qu'il n'est pas bon en maths, etc., etc. Une croyance, elle est comportementale, mais elle peut s'appliquer sur plusieurs niveaux de la pyramide, sur les niveaux logiques. Jusque-là, je parle encore de choses que je suppose vous connaissez bien, donc je n'insiste pas, mais la croyance qu'a Thomas, c'est une croyance en fait sur ses capacités, c'est-à-dire sa capacité d'être bon en maths, et lui, il la pose comme une croyance identitaire, c'est-à-dire je suis mauvais en maths. Moi, je l'identifierais plutôt comme quelque chose qui est sur ses capacités, mais toute croyance découle sur quelque chose de comportemental. Donc, il va avoir un comportement dans lequel il ne va pas faire d'efforts en maths et dans lequel il va faire une prédiction autoréalisatrice, c'est-à-dire devenir mauvais en maths. Voilà, là, c'était un tout petit peu la partie sur qu'est-ce qu'une croyance. Je suis désolé si je suis revenu sur des choses qui sont évidentes pour tout le monde, mais c'était juste pour qu'on se mette d'accord sur ce qu'est une croyance. Moi, je vais plus loin que ça. Lorsque je suis en formation, j'ai tendance à dire... si vous dites la pomme est un fruit qui pousse sur un arbre, j'ai tendance à dire que c'est une croyance, dans le sens où la personne qui me dit ça me parle de sa réalité subjective, c'est-à-dire que pour elle, elle visualise une pomme comme un fruit qui pousse sur un arbre. Pour quelqu'un d'autre, une pomme va évoquer la sorcière dans Blanche-Neige. Pour quelqu'un d'autre, ça va évoquer Newton et la loi de la gravitation. Lorsque Newton a vu tomber une pomme, il a compris que c'était la même force qui faisait tourner la Lune autour de la Terre. Et donc, quelqu'un qui me dit quelque chose, une phrase, n'importe laquelle, quelque part, c'est presque une croyance. J'ai tendance à dire que tout ce que je vous dis depuis tout à l'heure, c'est-à-dire, je suis en train de vous parler de mes croyances sur les croyances, c'est-à-dire de faire des métacroyances. Maintenant, la question suivante, c'est de se dire, OK, est-ce qu'une croyance, elle est limitante ? Parce qu'en PNL, on a coutume de dire, vous m'arrêtez si je dis quelque chose sur lequel vous n'êtes pas d'accord, mais on a coutume de dire qu'une croyance, elle est apparue pour une raison, c'est-à-dire qu'elle est utile, et que toute croyance est utile ou a été utile à un moment donné. Je crois que c'est dans reframing, dans recadrage de Bandler, je crois que Bandler donne un exemple à un moment donné où il fait un recadrage avec une personne, et la personne répond « je ne sais pas ». Et Bandler en profite pour lui dire c'est bon signe. Si vous ne savez pas, c'est que cette croyance, vous l'avez eue, mais qu'elle vous est plus utile aujourd'hui. Et donc, votre inconscient est en train de vous dire que cette croyance est inutile.
Alors, certes, il faut être bandeleur pour oser faire ça, mais il nous rappelle en fait qu'une croyance a toujours été utile à un moment. Et lorsque Thomas dit « je suis nul en maths », moi, je n'ai pas tendance à me dire que c'est une croyance limitante, a priori. Parce que, par exemple, j'ai croisé un jour un notaire m'a dit j'étais nul en maths à l'école. Et quand il m'a dit ça, il avait une certaine fierté. C'était un peu une façon de... Je ne sais pas s'il voulait dire malgré le fait que j'étais nul en maths, j'y suis arrivé, ou s'il voulait dire quelque chose du genre si j'avais été bon en maths, je ne serais pas notaire aujourd'hui. Et donc, cette croyance, non seulement n'était pas limitante, mais peut-être même qu'elle a été portante pour lui, et que c'est grâce à ça qu'il s'est dit je vais plutôt me diriger vers un truc qui n'est pas les maths, mais que ce qui est plus utile à devenir notaire, qui a un métier réputé pour lui. Par contre, si Thomas il est en sixième et qu'il veut passer en cinquième, ou s'il est en première humanité et qu'il veut passer en deuxième humanité, et que la règle, c'est que pour passer dans la classe supérieure, il faut avoir toutes ses notes au-dessus de la moyenne, il a quand même intérêt à avoir 10 sur 20 en maths, et donc je suis nul en maths va être une croyance limitante. Et c'est marrant parce que là, vous avez vu, on a parlé de croyance en disant que c'est le sens qu'on donne à nos expériences de vie, c'est notre réalité subjective, il y a donc une notion de sens. Et je suis en train de vous dire que limitante ou pas limitante, c'est dans un contexte. Et donc on a le sens et le contexte. Ça peut faire un petit tilt dans notre tête de se dire, tiens, dans les recadrages linguistiques aussi, on a du sens et du contexte. Et donc ça va être ces deux recadrages, sens et contexte, seront utiles à un moment donné. Avant qu'on passe maintenant, du coup, on monte d'un niveau, on passe à un petit peu plus difficile. On a défini une croyance, on se dit est-ce qu'elle est limitante ou pas, et je vais vous proposer un peu une méthode pour la travailler avant de commencer un protocole. Est-ce qu'à ce stade, certains d'entre vous ont des questions sur ce qu'on vient de dire ou même des remarques? Alors, comment je fais défiler comme ça? Hop, je vous vois. Ok, il n'y a pas de questions. Pardon Stéphane, Et, j'allais intervenir, c'est un peu une ADN qui nous colle en fait malgré nous, les croyances. Et là, je viens de faire un lien, quand tu viens de dire par rapport au recadrage, je n'avais pas pensé, je n'avais jamais fait le lien que c'est vrai que les croyances, ça donne un sens à notre vie. On ne peut pas vivre sans les croyances. Et là, je le vois avec le recadrage, sans ces contextes, c'est un peu... Là, j'apprends quelque chose. Oui, merci Abdelkadim. Ok, ça me conforte ce que tu dis là. Et c'est vrai que moi, j'ai même tendance à inverser l'argument de Philippe Vernois quand il dit on se ment toute la journée à nous-mêmes, à dire puisque les croyances sont comportementales, j'ai tendance à inverser le raisonnement en me disant finalement chacun de mes comportements est le résultat de mes croyances. Et donc, comme tu dis, on est pétri de croyances. Voilà, donc le slide. Quelle croyance limitante peut être cachée derrière la croyance limitante? C'est-à-dire que lorsqu'une personne vient et vous repérez une croyance limitante, justement, c'est tout le thème de ce soir, c'est qu'on serait tenté de se dire, tiens, je vois une croyance limitante, tant mieux, je vais en faire quelque chose et je vais la changer et je vais proposer un changement de croyance par sous-modalité, par marelle de croyance, ronde de croyance, etc. En réalité, c'est un peu comme en informatique. Tiens, tu sais ça, Christian, lorsqu'un utilisateur te dit mon truc ne fonctionne pas, tu es obligé d'aller sur place et de vérifier par toi-même exactement où est-ce qu'il a cliqué. Et souvent, il le prend mal en se disant attends, je sais ce que je fais. Et 9 fois sur 10, on se rend compte qu'effectivement, si on refait toutes les étapes, il n'a pas exactement exécuté ce qu'il nous a dit. C'est-à-dire qu'il nous a dit quelque chose, mais il a fait autre chose. Et résultat, il nous dit ça ne fonctionne pas. Là, c'est un peu pareil. C'est se dire, la personne me donne une croyance limitante. OK, c'est une croyance limitante pour elle, mais ça peut cacher quelque chose de plus puissant derrière, une autre croyance plus limitante encore. Je vais partir d'un exemple pour vous expliquer une méthode possible. Je repars d'un exemple d'une jeune femme qui était en burn-out, qui était dans une période de sa vie où elle travaillait plus depuis genre 3 ou 4 mois. Et vous le savez, en burn-out, on a tendance à être dans une période où il faut d'abord se reconstruire soi-même et donc s'occuper de soi au présent et on ne pense pas encore trop à l'avenir. Mais elle devait déjà être dans un entre-deux où elle commençait à me dire un truc du genre « ça ne sert à rien que je cherche du travail parce que de toute façon, je ne trouverai pas ». Et elle justifiait ça, parce que dès qu'on énonce une croyance, souvent on a tendance à la justifier avec nos processus internes, elle la justifiait avec des éléments extérieurs, en me disant ce qui se passe, c'est que dans mon CV, je ne peux pas montrer assez d'expérience, il faudrait que j'ai plus d'expérience, le marché du travail en ce moment n'est pas très porteur, mes compétences ne correspondront pas à ce qu'on attend de moi, etc., etc.
je me suis dit, c'est intéressant parce qu'elle parle d'un côté de son état désiré dans lequel elle souhaite sortir de son état présent qui est en burn-out et aller vers une position où elle aura un travail. Et d'un autre côté, la croyance, si jamais je cherche, je ne trouverai pas, va à l'encontre de son désir. Et donc, j'en ai conclu que cette croyance était limitante. La première chose que j'ai proposé de faire, pour l'instant, on ne fait pas de protocole, hein, on est juste en train de travailler la croyance. J'ai commencé par l'associer à l'idée de cette croyance. Alors évidemment, elle n'avait pas trop l'habitude de s'associer, donc je lui ai fait vivre un petit peu et je lui ai dit, voilà, imagine ta croyance, c'est ça ne sert à rien que je cherche du travail, comment ça se passe pour toi? Et à force de discuter, elle a fini par me dire, ben, je rumine, je suis devant mon écran, je ne fais rien de précis et je rumine ce qui s'est passé dans le passé et à me dire que ça ne sert à rien que je cherche. Je lui ai dit, très bien. Et je l'ai associé avec les choses habituelles dans ton corps. Est-ce que ça crée une fermeture, une lourdeur quelque part, une douleur éventuellement? Est-ce que c'est chaud? Est-ce que c'est froid? Est-ce qu'une image te vient à l'esprit? Est-ce que c'est une image auditive? Est-ce que des images visuelles peuvent te venir à l'esprit? Et puis les sous-modalités de tout ça. Est-ce qu'il y a un rythme? Est-ce qu'il y a un son qui te vient sous une forme particulière? Est-ce qu'il est aigu ou grave? L'image est-elle en couleur, en noir et blanc? Les couleurs sont-elles chaudes? Sont-elles intenses? Etc. Toutes les sous-modalités, de façon à pouvoir l'associer à cette croyance. C'est très utile. Pourquoi? Parce que ça nous donne du matériel lorsqu'on sera dans un protocole un peu plus tard, qui sera peut-être un changement de croyance par Marel des croyances, eh ben, on utilisera ça. Donc c'est déjà bien de récupérer ces informations à ce moment-là. On fait ça, et à partir de là, je me dis, ce n'est pas forcément la croyance finale, je veux aller chercher derrière. Je lui propose donc d'imaginer, non pas comme quand on est dans un protocole où on dit, tiens, quelle croyance pourrait remplacer celle-là, mais là, je lui dis quelle serait la croyance exactement opposée à celle-là. Et donc, elle me dit, la croyance qui serait exactement opposée à celle-là, ça serait, ben, si je cherche du travail, je vais trouver facilement. Je lui dis, OK. Maintenant, dis-moi, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui peut se passer de mauvais si tu vis ça? Elle m'a dit, bah, je cherche du travail, ce qui va se passer, c'est qu'il y a un entretien d'embauche, ça va mal se passer. Et là, je vais être tellement traumatisé que je ne vais plus jamais oser passer de ma vie un entretien d'embauche. Et là, je me dis, ah, on a une nouvelle croyance qui est quand même plus puissante que la précédente. Et je lui demande même, je lui dis, tiens, fais une sorte de mini squash. Vous savez, le squash, c'est ce protocole qui se fait un peu sous hypnose, où on va dans des sous-modalités, on prend deux éléments dans les mains et puis on les réunit. Et je fais un mini squash en lui disant, si tu les pèses, ces deux croyances, reformule-les. La première croyance, c'était quoi déjà? Ben, c'était, ça sert à rien que je cherche du travail. D'accord, mets-la dans une main. La deuxième croyance, c'est quoi maintenant? Ma deuxième croyance, c'est si jamais un entretien d'embauche se passe mal, ça va me traumatiser et je n'oserai plus jamais aller dans un entretien d'embauche. Et je lui dis, pèse-les, laquelle est la plus douloureuse, la plus forte. Et je l'associe à cette nouvelle croyance limitante qui est plus forte que la précédente. Une fois qu'on a ça, on a déjà trouvé la croyance qui est derrière la croyance. Alors évidemment, on peut continuer ce petit travail. Je lui dis, maintenant, on recommence. Imagine la croyance opposée. Ben, la croyance opposée, c'est si j'ai un entretien d'embauche qui se passe mal, je m'en fous, je passe au suivant. Et il y a forcément un moment où le naturel revient en galop. C'est-à-dire que là, on n'a pas commencé à travailler le changement de croyance. Elle a toujours cette croyance limitante. Et donc, où elle me dit, mais non, mais c'est pas moi. De toute façon, non, c'est pas possible. Je vais aller en entretien d'embauche, ça se passera mal, je vais me mettre à pleurer et ça sera foutu. Ça veut dire que là, on est arrivé un petit peu au bout de cette forme de hiérarchisation des croyances limitantes. On a une croyance qui est fortement limitante et on ne peut pas tellement aller plus loin. Lorsque Philippe Vernoy me l'a expliqué, lui, il a tendance à chercher chez la personne accompagnée un moment où la personne va dire quelque chose et elle va se rétracter instantanément après en disant « mais non, je ne crois pas que je viens de dire ça, j'ai du mal à le croire ». Dans mon expérience, je ne suis jamais arrivé à ce cas-là. Maintenant, je n'ai pas non plus un désir de mettre la personne dans un certain inconfort. Donc, il est possible aussi que Philippe soit un peu plus confrontant. Et là, ce qu'on vient de faire, c'est ni plus ni moins qu'un cadre comme si. On dit à la personne, imagine que tu as la croyance opposée à la tienne, cadre comme si, et voyons ce qu'il en vit. Laissez-moi relire mes notes pour vérifier que j'ai rien oublié d'important. Donc, on ne cherche pas une croyance de remplacement, on parle de croyance opposée. On n'a toujours pas commencé le travail. Oui, alors parfois, des gens m'ont dit, c'est un petit peu bizarre ton truc parce que tu commences par exemple, quelqu'un te dit « je ne me sens pas légitime », tu le fais parler de l'opposé et il va te dire bah, « du coup, je vais être mal à l'aise face à un public ». Et donc, au lieu de traiter la cause, tu vas traiter la conséquence.
Et à ça, moi, je réponds non. Il ne s'agit pas de cause et de conséquences parce que les croyances entre elles, elles ne marchent pas de cette façon-là. Les croyances entre elles, elles fonctionnent par noyau de croyances. C'est-à-dire que Robert Dills, dans son livre changer les systèmes de croyances, il explique les noyaux de croyances. C'est-à-dire que si je crois que ça ne sert à rien que je cherche du travail, je vais aussi croire que si j'ai un entretien d'embauche, ça se passe mal, je vais aussi croire que je n'ai pas les compétences requises, je vais aussi croire que je n'ai pas assez d'expérience. Et donc, tout ça, ce sont des croyances qui vont entre elles, qui ne sont pas a priori des causes et des conséquences, mais qui sont un noyau de croyances, et donc qui fonctionnent en croyances, qui fonctionnent en noyau, contrairement aux hiérarchies de valeurs, parce que les valeurs, elles ne fonctionnent pas en noyau, mais elles fonctionnent en hiérarchie. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a un peu hiérarchisé des croyances en faisant ce petit exercice de façon à en trouver une forte, et c'est celle-là qu'on va travailler. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? La suite du travail, on n'a toujours pas commencé le protocole, on est toujours en train d'analyser avec la personne. C'est surtout pas le moment, selon moi, selon ma croyance, c'est surtout pas le moment de vérifier l'écologie, c'est-à-dire de dire à la personne, bon, vous avez cette croyance que si un entretien d'embauche se passe mal, du coup, ça va vous détruire. Est-ce que c'est écologique pour vous si je vous enlève cette croyance? La personne, on vient de la mettre dans un état d'inconfort, elle est associée à cette idée de mon Dieu, ça va mal se passer, je suis stressé, et donc il y a peu de chances qu'elle vous réponde, ouais, aucun problème, c'est écologique pour moi. Donc c'est trop tôt. On en reparlera un petit peu plus tard en disant les pièges de vérifier l'écologie trop tôt. On verra plus tard comment vérifier l'écologie de façon un petit peu plus subtile. Dans le texte que j'avais envoyé à Christian pour préparer cet atelier, j'avais écrit le piège de vérifier l'écologie trop top. Il fallait lire trop tôt, je m'étais trompé dans la description. Voilà, on a déjà fait une partie du travail. Maintenant, ce qui se passe, c'est que la croyance qu'on a obtenue, du genre, si je passe un entretien d'embauche, ça va être quelque chose qui va me détruire psychologiquement, si je reviens sur les niveaux logiques, on est sur une croyance qui porte sur l'identité. C'est-à-dire que quelqu'un qui passe un entretien d'embauche et que si ça se passe mal, je le prends bien, ça ne me ressemble pas, c'est pas moi. La croyance a donc tendance à porter ici sur l'identité. Alors ça, Philippe Vernoy ne me l'a pas présenté comme ça, mais moi j'ai ma propre croyance là-dessus, c'est que je pense que ce qu'on a fait comme exercice avant, c'est-à-dire de faire penser à la personne une croyance opposée à la sienne, de faire travailler cette croyance opposée, de lui dire qu'est-ce qui se passerait mal dans cette croyance opposée, puis de recommencer le processus, en fait ce qu'on a fait en faisant ça, c'est qu'on a fait monter les croyances sur les niveaux logiques. C'est-à-dire que si la personne a une croyance sur son comportement et qu'on lui dit tiens, imagine la croyance opposée, tu as le comportement qui va bien, qu'est-ce qui peut se passer ce mal? Elle risque de vous dire un truc du genre, bah, du coup, je ne serais pas capable de. Donc, on le fait monter. Et imagine que tu es capable de, qu'est-ce qui pourrait se passer de mal? Elle va dire, mais oui, du coup, à un moment donné, ça ne me ressemble pas. Et donc, on a fait monter artificiellement la croyance, et donc, on arrive sur une croyance qui est un peu identitaire. Ce qui veut dire aussi qu'on a fait ce qu'on appelle parfois, vous avez peut-être entendu ce terme, l'écrasement de la pyramide. C'est-à-dire qu'on a tendance à confondre les niveaux, et la croyance qu'on a là, on ne sait pas trop à quel niveau elle se porte, on a écrasé la pyramide. Et désécraser cette pyramide, c'est faire comprendre à la personne qu'on a en face, en tout cas, c'est essayer de faire changer le point de vue de la personne qu'on a en face pour lui dire, mais cette croyance, finalement, elle n'est pas identitaire. Comment est-ce qu'on fait? C'est à ce moment-là qu'on utilise un outil facile que vous connaissez tous, c'est qu'on va trouver des exceptions, c'est-à-dire faire un recadrage de contexte. Donc, dans le cas présent, trouver une exception, c'était assez facile. Là, je vous donne des exemples. Je vous parle d'un exemple, mais évidemment, cet exemple peut ne pas vous parler. Hein. Pensez à vous-même des croyances limitantes que vous avez pour vous et imaginez que vous fassiez ce même exercice. Dans le cas présent, je lui ai dit, mais mademoiselle, vous avez un travail et donc, à un moment donné, vous avez dû rentrer dans cette société, vous avez dû passer un entretien d'embauche. Donc, il a pu arriver que ça se passe bien pour le passé. Et là, la réponse est évidemment une réponse qui commence par oui, mais. Et donc, elle m'a dit, oui, mais ce travail, c'était un travail que j'ai commencé quand j'étais stagiaire étudiante, donc ce n'était pas un vrai entretien d'embauche, c'était plus un entretien d'embauche pour rentrer stagiaire et pas pour rentrer comme employé. Et donc je lui ai dit, justement, c'était différent, mais ça prouve qu'il y a des cas, qu'il y a des exceptions, qu'il peut y avoir des situations dans lesquelles ça se passe bien. Premier recadrage de contexte. On recrée comme ça on essaye d'aider la personne à trouver des exceptions en lui demandant, mais dans quelle situation ça pourrait se passer correctement? Et puis, on fait la même chose avec des recadrages de sens. Le recadrage de sens, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne donne un certain sens à ça. C'est-à-dire que pour elle, le sens qu'elle donne au fait de rater un entretien d'embauche,
c'est quelque chose de catastrophique. Et ça nous rappelle quelque chose d'évident en PNL, c'est un présupposé que nous, on essaye de vivre, c'est il n'y a pas d'échec, il n'y a que du feedback. Et donc là, je lui ai dit, mais quel autre sens pourrait-on donner? D'ailleurs, au passage, la personne, elle m'a bien eu, parce qu'elle m'a dit, oui, mais vous, en PNL, avec vos nouilleries d'effets Coé comme ça, d'autosuggestion et de cuicui les petits oiseaux, où vous dites, oh, j'ai eu un échec, mais c'est que du feedback. Elle dit, moi, ça ne me ressemble pas. Si j'ai un échec, j'ai un échec. On a continué à parler et on en est venu à un cas où elle m'a expliqué qu'elle avait eu un entretien d'embauche très difficile quand elle avait 16 ans. Parce qu'à 16 ans, elle voulait travailler comme boulangère pour vendre des petits pains, pour se faire de l'argent pendant un mois, pendant l'été. Figurez-vous que la boulangerie où elle a été, ils lui ont demandé un CV, ils l'ont interviewé, ils ont pris une vingtaine de candidates, ils leur ont demandé quelle expérience vous avez dans le monde de la boulangerie, quelle expérience vous avez dans le monde de la relation client. Et elle disait, j'ai 16 ans, je vis chez mes parents. Enfin, elle était presque en pleurs, en train de se dire, mais c'est quoi cette espèce d'entretien d'embauche? Comment est-ce qu'à 16 ans, je pourrais avoir de l'expérience dans la vente et dans les clients, quoi? Elle avait cette expérience en tête, et puis elle avait une autre expérience en tête d'un de ses oncles qui avait embauché un de ses cousins parce qu'il avait besoin d'un directeur commercial ou des ventes ou un truc comme ça, et il avait demandé à son cousin de le rejoindre dans l'entreprise. Mine de rien, ce qu'elle était en train de me raconter là, elle était en train de donner un sens très différent à une expérience, à savoir qu'un entretien d'embauche, ça peut être une espèce de gros truc pour pas grand-chose, c'est-à-dire on en fait toute une histoire pour vendre un mois des petits pains dans une boulangerie, et à côté de ça, on peut parfois être pris dans une société sans avoir besoin de passer un entretien d'embauche. Et donc là, on était arrivé à faire elle était arrivée à se faire elle-même des recadrages de sens. Donc quelque part, elle pouvait comprendre que cette histoire de si je rate mon entretien d'embauche, ça va m'impacter, c'est plus vraiment quelque chose d'identitaire, parce qu'elle arrivait à le mettre à quelque chose d'extérieur. Si je rate mon entretien d'embauche, finalement, c'est pas que de ma faute. Ça peut être parce que l'entretien d'embauche, ils se la pètent un peu quand ils font des entretiens d'embauche, les gars. Donc, c'est pas que moi, l'échec. Ainsi que pour le contexte, il peut y avoir des contextes dans lesquels ça se passe bien. Et donc, avec ça, avec ces recadrages, on désécrase, parce qu'on dit, finalement, la croyance que j'avais, qui était si puissante il y a quelques minutes, au point qu'on ne pouvait pas vérifier l'écologie, elle est devenue moindre parce qu'elle ne se place plus sur l'identité, mais elle se place sur, bon, ok, si je n'ai pas les compétences, j'irai voir ailleurs. Et donc, on a déjà commencé à travailler le changement de croyance, mais on ne peut pas commencer à travailler encore parce qu'on n'a même pas défini l'état désiré, c'est-à-dire qu'on a juste un état présent, une croyance limitante, et pour arriver à travailler cet état désiré, il faut que, là, pour le coup, on demande à la personne, est-ce que vous pourriez remplacer cette croyance limitante par une autre croyance qui serait, elle, portante? Et donc là, du coup, attention au phrasé, on ne lui demande pas la croyance opposée, on lui demande une croyance de remplacement, qui peut être la croyance opposée, mais qui peut être une autre croyance, de façon à laisser la liberté à cette personne de faire un choix d'une croyance de remplacement. Et une fois que la personne évoque une croyance de remplacement, alors je ne sais plus, elle m'avait dit un truc du genre, mettons 3 entretiens d'embauche, si sur les 3 j'en rate 2, j'en fais pas un drame, parce que statistiquement, c'est vrai qu'un entretien d'embauche, on n'est pas toujours pris. Bon, j'ai continué à travailler parce que ça me semblait pas top comme croyance portante, mais on avait déjà un début de quelque chose. Alors je me souviens plus de la croyance portante, mais mettons, elle s'est retrouvée avec une croyance portante, on va inventer un truc du genre, si je rate un entretien d'embauche, c'est pas grave, j'en aurai d'autres derrière. Là, on peut commencer à poser la question de l'écologie, à savoir, si vous perdez cette croyance selon laquelle rater un entretien d'embauche serait catastrophique et vous le remplacez par une croyance du style, si je rate un entretien d'embauche, il y en aura d'autres derrière, est-ce que ça serait écologique pour vous? Et là, elle va vous répondre oui ou non, et on aura déjà un début. On peut aussi penser à l'écologie d'un point de vue systémique. Qui d'autre dans votre entourage sera impacté si jamais vous ratez un entretien d'embauche? On peut penser aux fameuses questions habituelles qui tournent autour de l'écologie, les 4 questions de qu'est-ce que vous avez à perdre si vous réussissez à changer cette croyance, qu'est-ce que vous aurez à y gagner, et qu'est-ce que vous avez à perdre à avoir cette croyance limitante aujourd'hui, et qu'avez-vous à gagner grâce à cette croyance limitante aujourd'hui. Donc, une fois qu'on a fait ce petit travail, vous avez un état présent, vous avez un état désiré, vous avez une croyance limitante, vous avez une croyance de remplacement, vous avez quand même travaillé un peu avec des recadrages, et je pense qu'à partir de là, on peut commencer un protocole. Ça, c'est hors sujet. On ne va pas aller aujourd'hui dans les protocoles, surtout que les changements de croyances, il y a encore 3 mois, je confondais la ronde des croyances et la marelle des croyances. On l'a retravaillé ce week-end avec certains d'entre vous, avec Cécile et Guillaume, mais c'est un autre sujet. Le changement de croyance en lui-même, les protocoles, on ne va pas les voir aujourd'hui. Ce que je voulais voir aujourd'hui, c'était toute cette petite méthodologie
que je vous ai mis là et que je peux résumer en disant une croyance est-elle limitante? Une fois qu'on a une croyance, y a-t-il une croyance cachée derrière? Par opposition, dans un cadre comme ci, en imaginant le pire, on recommence ce petit calcul plusieurs fois jusqu'à ce que la personne dise c'est bon, on est arrivé au bout. On a de nouvelles croyances limitantes. On travaille sur cette croyance limitante sans vérifier l'écologie au début parce qu'elle est assez prégnante et souvent elle se place au niveau de l'identité. Donc on va désécraser les niveaux logiques par des recadrages de contexte et de sens pour essayer de faire prendre conscience à la personne que cette croyance n'est pas que identitaire, qu'elle est souvent plus comportementale, capacitaire ou voire même parfois environnementale, ce qui serait idéal parce qu'à ce moment-là, ça se place assez bas. Et seulement à ce niveau, vous faites prononcer à la personne une croyance de remplacement qui ne doit pas forcément être la croyance opposée. Et là, vous vérifiez l'écologie, puis vous faites protocole, pont vers le futur, etc. Voilà pour la méthodologie que je voulais vous partager. Et avant qu'on partage le slide, maintenant, il faut que vous posiez des questions absolument sur ce qu'on vient de voir et que vous disiez ce que vous puissiez en penser avant qu'on fasse ce petit exercice, chacun dans notre coin par sous-groupe. Qui a des... je ne vois plus Guillaume. Il a dû avoir... Ah oui, il a dû avoir un problème. Je suis là, hein. Je suis toujours là. Oh pardon, ça y est, je te vois mon Guillaume. Maintenant, j'ai pas de questions, mais j'ai quelque chose où je suis très très content parce qu'en formation, tu avais expliqué qu'une croyance, plus elle était haut dans la pyramide, plus c'était dur justement à travailler dessus. Hein, plus elle a justement c'est comment le terme que tu emploies, le c'est ma croyance. désécrasement, c'est ça? Ouais, Ah oui. le fait c'est vraiment une bonne solution. Donc je me réjouis de mettre ça en pratique. Très bien, merci Guillaume. Christian, un petit commentaire? Mais je trouve c'est intéressant. Je découvre cette manière de faire. J'aime bien l'assimilation, désécraser les niveaux logiques et par les recadrages. Je trouve que c'est bien. Ça donne un peu de chair, ça donne un peu de contenu à quelque chose de très sec. À mine de rien, si on résume une croyance à une phrase, oui. il manque de la matière. En fait, on ne fait qu'ajouter de la matière et ça, c'est assez riche parce que ça force inévitablement à revoir la représentation, quoi. Oui. On pourrait le faire d'ailleurs aussi, j'imagine, par un travail sur les métaphores, en disant tiens, cette croyance, ce serait quoi comme métaphore et comment est-ce qu'on le ferait. Donc, exactement. Sans chercher à la changer, c'est ça que j'aime bien dans ce que tu proposes, sans chercher à la changer, mais simplement à dire quelle est la chair dont elle est faite, en fait, comment elle est faite, et inévitablement, on va voir que la généralisation ne va pas tenir. Une fois qu'on ajoute du détail, la généralisation, elle ne peut pas tenir. C'est ça. Oui, c'est ça. Il y aura forcément des entretiens d'embauche qui seront de types différents, qui seront avec des personnes différentes, où des fois le rapport humain sera bon, etc., etc. Et effectivement, comme tu dis, la généralisation ne tiendra pas. C'est un très bon résumé. Ouais. Oui, c'est vrai. Et par contre aussi, par rapport à ces histoires d'entretien, parce que je me souviens il y a des recadrages où en fait, il y a plus rien à faire après. Moi, je me souviens, par exemple, j'avais des difficultés par rapport à la vente, à la prospection, etc. Et je dis, mais comment vous faites quand chaque fois que vous vous faites remballer, ça ne m'intéresse pas, on vous raccroche au nez, on pose, etc. Et c'est ce gars-là qui était un vendeur dans la peau, il me disait, bon, je sais que j'aurai un marché sur 10 entretiens, sur 10 prospects, j'en aurai un qui va dire oui. Ouais. Donc, quand je suis à 5, je dis, ça va, je me rapproche du 10e, quoi. En fait, chaque fois, il se rapprochait de l'accord. Il dit, statistiquement, tous les 10, j'en aurai un. Donc, à chaque fois que j'ai un refus, il dit, chouette, je me rapproche de l'accord prochain. Je trouvais ça fatal, quoi. Après ça, moi, j'avais plus rien à dire, plus rien à demander, quoi. Oui, donc, c'est ça. Oui, tant que je gagne, je joue. Hein. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Alors, l'idée après, c'est qu'on va se mettre en petit sous-groupe et que vous fassiez un peu cet exercice. On prend la croyance limitante de quelqu'un, on cherche la croyance qui est derrière et puis on la désécrase. Donc, est-ce que vous êtes prêt à faire l'exercice ou est-ce que vous avez d'autres questions vis-à-vis de l'exercice pour être sûr de vous sentir à l'aise, Chantal? Oui, j'ai une petite question. Le recadrage de contexte, j'adore la phrase de dire que c'est l'exception à la croyance. Je n'avais jamais vu ça comme ça. Ça, c'est très chouette. Par contre, c'est le sujet qui trouve le recadrage.
Moi, alors j'ai tendance à penser que c'est plus puissant parce que c'est très difficile de tomber dans la carte du monde de la personne, surtout face à une personne qui commence toutes ses phrases par oui, mais. Et donc, quand je lui dis, mais vous avez déjà réussi un entretien d'embauche, oui, mais des fois ça pourrait bien se passer, oui, mais. Et donc, du coup, on ne va pas tomber pile poil dans la carte de la personne, on va au contraire, quelque part, contribuer à renforcer cette croyance limitante. Et donc, si à un moment donné, on lui dit, mais allez, vous, est-ce que vous ne trouveriez pas une exception où ça pourrait fonctionner, ben, elle est obligée de chercher et de vous proposer quelque chose, quoi. Très bien. Est-ce que Stéphane, une petite question à travers le processus que j'ai vu justement sur l'écrasement et puis le questionnement, il n'y a pas comme une forme de ligne du temps où tu pousses le sujet sans la prononcer à remonter dans ses expériences. Puisque tu nous parlais tout à l'heure à 16 ans, elle a accouché de cette expérience-là. Oui, alors bon, ça s'est présenté comme ça à ce moment-là, je ne sais pas, c'est une très bonne remarque que tu poses à investiguer, je n'ai pas de croyance là-dessus. C'est peut-être vrai, c'est peut-être pas toujours le cas, je ne sais pas. Non, je veux dire à travers le process là, comme il est fait. Oui, peut-être que du coup, ça implique de travailler sur une ligne temporelle. Et si c'est le cas, remarque, tant mieux, parce qu'on va pouvoir l'utiliser après et se dire, tiens, parmi les protocoles que je vais utiliser, je peux utiliser par exemple celui qui analyse les croyances conflictuelles sur une ligne du temps, qui est pas mal comme protocole. Un peu compliqué, un peu long, mais qui est puissant. Ouais. Encore une question par rapport à la méthodologie. On parle de travail de changement de croyance. C'est-à-dire qu'en fait, comme si la personne rentre dans le cabinet et dit, voilà, je viens changer ma croyance, comme je viens changer mon fauteuil, etc. Bon, bien sûr, la personne ne vient pas avec, je veux changer ma croyance. C'est-à-dire que j'écoute ce qui se passe, j'entends la demande, etc., etc. Alors, la question que je voulais te poser, c'est, est-ce que tu appliquerais ça de la même manière pour une croyance que toi, tu identifies ou une croyance que la personne exprime? Pour moi, selon ma croyance, si j'identifie une croyance chez la personne, enfin, tu vois, je vais être cadre interne et je vais pas savoir, je vais pas être sûr de moi, j'aurais besoin d'être cadre externe. C'est-à-dire que j'ai besoin qu'à un moment donné, je dise à cette personne, est-ce qu'on est d'accord sur le fait que c'est une croyance limitante? Vous pensez que rater un entretien d'embauche, c'est catastrophique? Je suis d'accord que c'est une vérité pour vous. Est-ce qu'on pourrait le considérer comme une croyance limitante? Est-ce que ça vous convient? Est-ce que vous seriez d'accord pour qu'on travaille sur un protocole comme séance du jour? Et puis on reviendra au sujet principal à la séance suivante. C'est comme ça que je le vois. Mmh. Je ne sais pas si ça répond à ta question, parce que je ne suis pas sûr d'avoir compris la question. Moi non plus. Je crois que nous deux ensemble, Enneagramme 5 typique, on peut philosopher et partir dans du grand n'importe quoi. Donc, on va peut-être passer à l'exercice. Yes. Jessica, ça va? Jessica, ça va? Tu te sens à l'aise à l'idée de faire l'exercice? Je crois que je préfère trouver une croyance limitante sur moi que de faire l'exercice sur quelqu'un d'autre. Très bien. Ben voilà, ça donne un point d'entrée. Donc, sous-groupe de 3, pendant un petit quart d'heure, il n'y a pas besoin de plus. Hein. Ouais, ok. 20 minutes? On est combien? Je regarde ici où sont. Oh, voilà. Nous sommes combien? Nous sommes 19. connectés 19. En premier. 6 Ah ben groupes, non, mais... six groupes. On essaye 6 groupes, mais on verra. Si vous avez un problème, vous me contactez. Hein, ça va? Toi et moi, on est dans des groupes, Christian, ou pas? On va être automatiquement. Voilà, on va gérer. Bon, Ça va? super. On est parti. C'est le hasard qui vous répartit. Hein. Allons-y. Abdelhakim, c'était comment cette expérience, alors cet exercice? C'était super. Moi, j'ai trouvé ça super parce que ça. En fait, j'ai senti un peu comme des strates hein, dans ce truc-là. C'est sous forme de strates, justement.
Merci Abdelhakim. Qui d'autre veut... Je ne sais pas, Christian, si tu diriges le call, mais juste, voilà, qui d'autre a des feedbacks à donner? Parce que tu es en mute, hein, Christian, je te le dis comme ça. Merci. Jessica, vas-y, hein, lance-toi. Ton feedback. Hein. Voilà. Non, super intéressant, Stéphane, comme protocole. Je pense qu'on t'a donné un petit peu sur la Pas un méthodologie, protocole. mais c'est comme, je sais pas comment ça s'appelle alors. Méthodologie. Un exercice, préparer un changement de croyance, et après, il y a un protocole. Ok. En tous les cas, chez nous, ça a permis de peut-être mieux identifier ou mieux formuler la croyance à la finalité. Et au début, ce qu'on pensait être une croyance identitaire et qui était une croyance très générale, en fait, une généralisation, en grattant, on s'est rendu compte que derrière, il y avait quelque chose de plus précis, en fait. Et du coup, au niveau de la pyramide de Diels, on est arrivé vraiment sur différents éléments. En fait, je crois que ça a tellement bien marché qu'on a découvert trop de trucs à travailler. Donc, donc on s'est arrêté là, quoi, je crois. Et c'est ça un bon coaching, hein, c'est qu'il y a plus à travailler après qu'avant. Hein. Voilà. J'ai droit à j'ai droit de revenir toutes les semaines. Non, Autre, super. autre groupe? Je propose que les sujets, ceux qui ont joué sujet, parlent pour chacun des groupes, hein, comme ça c'est plus facile. Après, on en ajoutera, mais... Ingrid a joué un sujet. Oui, moi j'ai joué un sujet et, et j'ai trouvé ça très constructif. Je cherchais le mot. C'est ma mémoire. Hein. On a travaillé sur le fait que je n'avais pas de mémoire, que je croyais que je n'avais pas de mémoire. Et oui, c'est ça, c'était très instructif, vraiment. Et donc, je vais mettre en place plein de choses. Et à la prochaine fois qu'on se voit, je dirai si ça va mieux. Et si j'ai perdu ma mémoire, si j'ai réussi à continuer en imaginant un truc et Oui, pouvoir revenir sur le chemin. oui, ta croyance de remplacement étant que Oui, si tu n'as pas de mémoire, tu vas inventer la suite. Quoi. voilà. Merci Ingrid. Vas-y, Chantal, plonge. Donc voilà, moi j'ai trouvé ça très intéressant. C'est un voyage en fait. Ce que j'ai aimé, c'est aussi que tout le recadrage se passe, c'est moi qui donnais le maximum d'informations. Donc il n'y a pas, à chaque fois à réfléchir sur ce que quelqu'un apporte. Ça, j'ai trouvé intéressant. J'ai voyagé beaucoup dans les niveaux logiques. Je me suis retrouvée vite fait au niveau de l'identité. Au moment où le recadrage venait d'ailleurs, où on essayait de me faire voyager trop rapidement dans les niveaux logiques, là, ça a un peu coincé. Donc ça, c'est peut-être Michel qui vous racontera. Mais sinon, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant, ce voyage. On est passé par... je me suis rendu compte des valeurs aussi qui étaient attachées aux croyances, quelles valeurs étaient touchées chez moi quand ça coinçait. Le fait de trouver la croyance opposée a été intéressante. Jamais enfin, ça semble être un raccourci pas possible, en fait, au moment où on le vit. Donc vraiment un terrain de travail qui est là, qui s'est offert. Donc voilà, c'était pas mal. Pour le restant, au niveau timing, nous perso, ça m'a fait aller tellement partout qu'on n'a pas eu le temps d'aller plus loin. Mais par contre, je sens avec seulement donc ce petit travail-là, je sais ce qu'il y a à travailler chez moi et j'ai déjà un objectif à réaliser. Donc pour moi, c'est vraiment très très bien. Cool. Autre groupe? Je ne sais plus qui. Vas-y, Kéra, vas-y. Oui,
Donc, moi, déjà, je tiens à remercier effectivement donc Isabelle et Guillaume pour leur co-accompagnement donc, sur la découverte de la croyance. Donc, effectivement, j'ai été très à l'aise donc, sur le déroulé. À 2 reprises, j'ai eu tout de même des interrogations parce qu'il y a eu un moment, quelle est la croyance opposée? Donc, j'en ai dit une. J'ai dit, OK, ben, la croyance opposée, ce serait, mais ça ne résonnait pas. Donc là, je dis, ben ouais, mais je veux bien le dire, mais c'est mental. C'est mental, c'est pas. Donc, est-ce que je reste avec. Bon, on me demande une croyance opposée, donc OK, j'en donne une. Hein. Voilà, je fais ma bonne élève. Et voilà, je la communique, mais voilà, elle ne me parle pas. Donc, ma première question, c'était ça. Ou est-ce qu'on recherche une croyance opposée qui soit vraiment qui résonne. Donc c'était ma première question. Ensuite, sur leur cadrage de sens, donc effectivement, moi, je suis très, très, alors, j'ai plein de compétences et c'est génial. Sur le recadrage le recadrage de sens du contexte, c'est une quiche. Donc, vraiment. C'est horrible. On me demande un recadrage, je fais alors attends, je réfléchis. Voilà, donc c'est horrible, c'est horrible. Donc c'est pas à moi qu'il faut demander de faire des recadrages. Il n'y a pas de recadrage sur moi, encore moins. Donc du coup, est-ce que c'est à moi d'effectuer le recadrage ou est-ce que c'est au guide d'effectuer le recadrage? Donc quand moi je peine, alors à nouveau je fais ma bonne élève. Bon bah on va retrouver un nouveau recadrage. Et voilà, et Guillaume a été aidant, et Isabelle a été aidante, et vraiment, donc voilà, alors un recadrage, on va voir. Puis moi, voilà, donc c'est mes 2 principales questions. La première, c'est, on va se rejoindre un petit peu, c'est-à-dire la croyance opposée, quand ça ne résonne pas, qu'est-ce que je fais? Et le recadrage de sens, quand ça ne vient pas, qu'est-ce que je fais? Ok, si tu veux, je peux essayer de donner un ou deux éléments de réponse hein, qui ne seront pas des réponses satisfaisantes. La première, c'est lorsque tu as une Mais moi, je veux des croyance, réponses satisfaisantes. ben, c'est toi qui me diras si elle l'est. Lorsque tu as une croyance limitante du style je suis une quiche en recadrage, tu vas chercher la croyance opposée qui va être du genre je suis une déesse des recadrages. Et là, la personne va te poser la question suivante. OK, maintenant, imagine, tu dois faire un protocole, tu es la déesse des recadrages, mais il y a quoi d'autre qui va se passer mal? Et tu risques de retrouver des situations où tu te dis, mais oui, d'accord, je sais faire des recadrages, mais du coup, le recadrage, par exemple, peut mal tomber. Ça peut blesser la personne. Et là, donc, tu vas tomber sur une nouvelle croyance. Et c'est là que ça devient intéressant. C'est trouver cette nouvelle croyance en vivant la croyance opposée à la tienne. Normalement, tu dois pouvoir trouver des choses parce que comme tu es en train de vivre quelque chose qui n'est pas naturel pour toi, puisque tu es dans un cadre comme si et tu imagines que tu as la croyance opposée, c'est normal que ça ne te parle pas, c'est pas toi, c'est ton opposé. Et du coup, tu vas certes mentaliser, mais tu vas trouver d'autres croyances qui vont être encore plus fortes que la première. Après, ce n'est pas une valeur absolue, ça ne marche pas à chaque fois. Bon, nous, on a eu de la chance dans notre groupe, ça s'est pas mal passé, mais ça demande aussi de l'expérience. Et pour les recadrages, moi, j'ai tendance à carrément dire à la personne, tiens, dans quel contexte tu penses que ta croyance pourrait être fausse? Carrément. Et tout à l'heure, j'ai entendu Ingrid et Abdelhakim qui disaient, ben, tiens, quel sens donnes-tu à ta croyance? Et donc, du coup, quel autre sens pourrait-on donner à ça? La croyance, c'était, si je dis, enfin voilà, si mes élèves s'ennuient, c'est que quelque part, ce que je dis n'est pas intéressant. Et puis, le recadrage qu'il a proposé, c'est finalement le sens que je donne à ça, c'est que s'ils s'ennuient, statistiquement, il y a toujours 2-3 qui s'ennuient de toute façon. Donc, ça peut être une autre signification. Voilà. Tu peux conseiller à la personne de faire elle-même ses recadrages. D'accord. Est-ce que c'est des réponses satisfaisantes, Kéra? Oui, c'est satisfaisant, je te taquine. Oui, c'est satisfaisant. Et ce que j'ai entendu du coup, c'est d'utiliser le comme si pour effectivement retrouver la croyance opposée. Donc, une croyance opposée. Et là, je comprends un peu mieux parce que moi, je suis un peu réfractaire au comme si. C'est par rapport à l'expérience parce que j'ai rencontré
plusieurs, bon, tu vois, donc j'installe ma petite croyance, mais j'ai rencontré plusieurs situations où on te dit, OK, vous êtes bien gentil, vous me dites comme si, mais est-ce que vous entendez ce que je suis en train de vous dire? Je ne sais pas. Donc, ce n'est pas la peine de me dire de faire comme si. Et donc, du coup, moi, j'ai arrêté un petit peu d'utiliser le comme si. Et donc, ça rejoint effectivement mon mini blocage autour de la croyance opposée. OK, super. Merci Kéra. Merci Stéphane. Moi, j'ajouterais que non, mon micro fonctionne, oui. J'ajouterais, Kéra, que, à mon avis, ça relève de. On m'entend, oui? Oui, ça y est, c'est bon, je te vois. OK. Ça relève pour moi aussi quelque part d'un mauvais usage ou un mésusage du comme si. C'est-à-dire que si la personne, manifestement, ça ne résonne pas la croyance opposée, c'est parce que c'est trop loin probablement. À ce moment-là, si tu invites à dire, est-ce que tu connais quelqu'un qui a cette croyance opposée, comment est-ce qu'elle se comporte, à ce moment-là, la personne peut se représenter quelque chose et après, on peut éventuellement voir si on peut rentrer. Mais si tu demandes, tiens, moi, voilà, maintenant, je pense blanc et maintenant, je te demande de faire comme si noir, ben, désolé, c'est pas possible, tout simplement. C'est simplement pas possible. Par contre, est-ce que tu connais quelqu'un qui pense noir? Ah oui, je connais quelqu'un, d'ailleurs, il se ça, c'est ça, et quel est l'avantage? Et tu peux parler de la personne comme si c'était de soi, quoi, tu vois? Oui, d'entrer par des portes, par une autre porte d'entrée. Maintenant, moi, je dirais, je vais ajouter par rapport à, parce que je regardais sur la copie du slide, sur la notion de cacher derrière, je dois dire que je suis très sensible aux mots et très sensible aux images qui sont créées par les mots. Et de ma formation en hypnose, en fait, la notion peut être cachée, crée une topologie. C'est-à-dire qu'en fait, on en voit une qui est là et l'autre qui est derrière. Et moi, cette topologie, je peux parfois la ressentir comme restrictive ou limitante, si vous préférez. Et je préfère, moi, me faire une représentation d'un réseau que je peux regarder en tournant dans tous les sens. Donc, en fin de compte, ce réseau fait croyance opposée, qui est en fait une croyance qui est adossée à une autre. Et en fait, c'est un paysage beaucoup plus souple que nécessairement. Alors, bien sûr, on retrouve ça exactement. La seule chose, c'est que peut-être on sait avoir que ça peut être plus riche ce qu'on va faire d'office quand on va travailler, quoi. Je dirais, c'est pour ne pas se perdre dans. Je comprends bien au niveau du protocole, mais il faut pas prendre tout comme argent comptant, quoi. Pour moi, c'est comme ça que je le vois. C'est un peu comme ça qu'on a travaillé, je pense, Jessica, un petit peu plus sauvageonne. Oui, mais c'était pas mal parce que je pense qu'on a réussi à faire ce que Stéphane a dit, c'est de la première croyance est sortie une deuxième croyance qui était bien plus forte et ça, quand on a fait l'exercice du squash, je l'ai directement senti. La deuxième qui est apparue était vraiment celle qui me semblait capitale et j'étais tout de suite prêt à laisser tomber la première en me disant oui, mais en fait c'est bon, c'est pas grave, celle-là c'est qu'un détail en fait comparé à celle qui vient d'émerger donc oui, ce que Stéphane a dit, pour moi, c'est clair. Après, nous, on n'a pas eu le temps, mais moi, à la fin, je serais presque partie sur une autre croyance qui était beaucoup plus forte que la première. Après, bon, on n'a pas eu le temps de travailler dessus, quoi. Mais bon, est-ce que c'est ma croyance à moi, qu'elle était plus forte que la première? Bon, après... De toute façon, c'est le but du jeu, hein. C'était de trouver une croyance plus forte, donc objectif atteint. Pour recadrer ça. Après, oui, vas-y Antoine, vas-y. Oui, j'ai entendu plusieurs intervenants évoquer une croyance opposée et j'ai vu dans la conversation l'idée d'une croyance génératrice. Je n'arrive pas à reconvoquer le terme que Stéphane a employé par rapport à cette idée d'intention positive. Alors, pour moi, dans ma tête, c'est une sorte de croyance complémentaire qui serait à la fois différente, mais qui serait porteuse d'une intention positive. Et j'ai oublié quel était le mot pour aller convoquer chez le sujet cette croyance qui pouvait venir en contreforme pour apporter une solution, mais qui soit en même temps différente de celle qui occupe le sujet. Il avait dit remplacement, je crois, non? Plutôt que de dire croyance opposée, c'est ce qu'on a fait. On a parlé de croyance de remplacement plutôt que de croyance opposée. À un moment donné.
je crois. Hein. Oui, oui. Je me rappelle bien. Ok. Donc, quelle croyance pourrait remplacer cette croyance limitante? Oui. C'est Bon. intéressant, c'est intéressant parce que ça induit à la fois éventuellement l'opposé, quelque chose d'autre, ou quelque chose qui va remplacer dans le sens d'état désiré. C'est un mot suffisamment ambigu. J'adore quand c'est ambigu. Il y avait encore un groupe, non? C'est tout? Oui, il y J'ai avait pas notre compris. groupe Il à y a nous nous. trois, mais en fait, on a été tous les Hein, trois. Ah, pardon, Caroline, tu veux parler? vas-y, vas-y. Parce qu'on a fait tous les trois l'expérience. Donc, en fait, on est tous les trois susceptibles de parler. Personnellement, en fait, je me répète un peu ce que vous venez de dire, mais j'ai eu un peu cette sensation lorsque je cherchais ma croyance opposée, en fait, ce n'est pas que, enfin oui, c'est une croyance qui est sortie, la croyance opposée, mais qui a quand même donné un peu comme un prisme. En fait, il y avait des nuances qui ont commencé un petit peu à s'éclaircir, et ça m'a aidé justement à trouver la vraie croyance portante à la fin. C'est grâce à la croyance opposée. Donc, j'ai découvert quelque chose. En fait, ça a déjà un peu commencé un recadrage déjà là-bas. En fait. Autant que moi, qui faisais l'expérience, j'ai commencé à recadrer déjà un peu ma croyance limitante du départ. Voilà. Oui, donc du coup, moi j'ai l'impression aussi qu'il y a le fait d'avoir été chercher la croyance opposée, ça m'a apporté de nouvelles informations, exactement la même chose. Simplement, on dit qu'un train peut en cacher un autre et donc une croyance limitante en cache une autre, mais j'ai l'impression, moi, d'être tombée plutôt sur une information du type écologique. Et non pas sur une croyance limitante, plutôt de tomber sur quelque chose qui était important pour moi et qui faisait que je m'accrochais à ma première croyance. Alors, je suis peut-être partie un peu loin, mais est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Mais du coup, ça m'a permis de reformuler ma croyance à la fin. C'est comme si l'écologie était apparue un peu à ce moment-là. Ok. Ouais, d'accord. Moi, je ne l'ai pas vécu, donc je ne sais pas quoi dire, à part merci pour ton feedback, mais je ne sais pas. Je n'ai pas réponse. Mais du coup, c'était une information importante parce que ça me faisait revoir ma croyance initiale autrement. Et puis, bon, après, voilà, avec l'accompagnement de Stéphane, c'est aller plus loin et je suis une nouvelle femme. Voilà. Prête à partir en vacances. C'est ça, c'est surtout ça. Encore quelqu'un qui veut ajouter quelque chose? Si j'ai pas vu tout le monde, et j'ai pas pris les notes. Il y avait notre groupe aussi, mais moi j'ai pas spécialement grand-chose à partager parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'on n'a pas spécialement suivi la méthodologie dont on a discuté en début de séance. Donc voilà, je sais pas si Antoine ou Nadia ont envie de partager quelque chose par rapport à ça. Pas trop, pas trop. Oui, si moi, du coup, j'ai été opérateur, donc j'ai assez rapidement identifié la croyance limitante et j'ai été plus sur des questions d'ordre émotionnel pour amener une confusion. En tout cas, c'est ce qui s'est produit. Il y a eu une confusion. Et comme je suis plus de formation hypnose, derrière, j'ai refait une suggestion qui était qui venait amoindrir, même pas amoindrir, mais en fait révéler j'ai du mal à le dire, la croyance de remplacement, quoi, ce qui était derrière en fait cette croyance pour ce qui est de Stéphanie, de ce que j'ai compris, c'était qu'elle n'était pas légitime. Et en fait, moi, ce que j'ai compris, c'est qu'elle était en apprentissage. Donc, après, j'ai ramené une suggestion que la confusion, en fait, était une restructuration d'apprentissage. Mais
C'était Nadia qui était avec nous. Je crois que je l'ai fait un peu freestyle et je ne sais pas si ça a été apprécié. Voilà. Pardon. C'est puissant l'hypnose, hein, surtout en freestyle. Ouais, donc bravo à vous tous, quoi. Voilà, bon, on est en train de dépasser l'horaire, Christian. Je sais pas si ouais, je te laisse conclure. Voilà, je vous remercie tous pour vos retours. C'était sans prétention, quoi, mais c'était très sympa. En tout cas, moi, j'ai vécu un très bon moment, surtout dans le sous-groupe où on s'est exercé. Et donc, voilà, merci à tous. Une fois de plus, ça démontre que les enregistrements, c'est bien, mais les sous-groupes, ce qui se passe dans le sous-groupe, c'est essentiel. Et ça, on peut pas le faire ni le refaire. Donc, merci en tout cas, Stéphane, pour cette petite partie du travail qui nous montre une fois de plus l'importance des préliminaires, n'est-ce pas? Oui. Que donc... Il y a Tristan qui voulait parler, je crois. Ah, pardon, Tristan, vas-y. Ah non, du tout, j'applaudissais. Merci. Ok, merci en tout cas, merci à tout le monde. Juste vous dire que la semaine prochaine, le dernier atelier avant l'été, tant pis pour ceux qui sont déjà partis, qui seront déjà partis, mais ça sera particulièrement intéressant. Vous savez que mon dada, c'est la modélisation et j'ai trouvé un peu par hasard une personne qui m'a expliqué sa stratégie pour arrêter de fumer et j'ai trouvé ça tellement extraordinaire. Je dis, il faut la mettre sur la table. C'est relativement simple, donc c'est très accessible. Le but, c'est d'entendre cette personne nous raconter comment elle a mis ça en place, assez spontanément, mine de rien, et à nous, en tant que PNListes, d'identifier les structures, les éléments déclencheurs et les structures qu'on pourrait éventuellement généraliser avec d'autres personnes. Encore quelque chose que Caroline va rater, mais c'est bon, elle sera en bateau. En plus, j'adore la modélisation. Voilà. En tout cas, il me reste à vous remercier. C'était un très, 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 très chouette travail. Merci encore une fois, Stéphane. C'était super intéressant. J'en garde beaucoup de questions et beaucoup d'envie d'explorer cette partie. Je trouve que c'est quand même une partie qui vaut la peine de s'y pencher. Ouais. Merci beaucoup à vous tous Merci et toutes. Passez une bonne soirée et à la semaine prochaine pour ceux ou celles qui peuvent. Ciao, ciao. Merci. Au revoir. Salut.